l'économiste du jour, c'est Christian Parizeau, économiste en chef et responsable de la recherche chez Aurel BGC. Bonjour Christian. Bonjour. Alors avec vous ce matin, on refait la semaine économique et on commence par la guerre commerciale, évidemment, entre les États-Unis et la Chine qui dure depuis 1 an déjà. D'abord, quelle issue voyez-vous à ce bras de fer, vous ? Ah, c'est une bonne question. Alors, vous savez, M. Trump, c'était la technique de la batte de baseball. Hein. Je frappe, je donne un grand coup, et puis je vois derrière si les personnes viennent négocier, me demandent même à négocier avec moi. Alors là, ça se complexifie un petit peu. Hein. Là, on voit que ça devient compliqué. Hein. On voit que les Chinois n'ont pas tellement apprécié les dernières déclarations. Et là, ils ont donné un peu leurs conditions pour retourner sur la table des négociations. Et on voit, ils disent clairement qu'il va falloir être honnête, qu'il va falloir éviter les volte-face. Donc, il y a des messages qui sont envoyés très clairement, il y a un durcissement des positions et là on est vraiment sur un échec. Alors c'est pas dit comme ça du côté américain, mais clairement on perçoit un échec dans ces négociations commerciales. Alors le seul élément que met en avant M. Trump, c'est que lui peut taxer beaucoup de produits chinois et que la Chine ne peut pas répliquer de manière identique sur le même nombre de produits à taxer. Donc lui il est forcément gagnant à la fin. Mais on s'aperçoit que derrière c'est beaucoup plus complexe, que ça a un réel impact aujourd'hui sur le comportement des entreprises, sur les coûts des entreprises. C'est pas neutre, ça sera pas neutre pour l'économie américaine, ça sera pas neutre pour l'économie chinoise et finalement on s'aperçoit que c'est quand même un jeu perdant-perdant pour tout le monde. Donc on espère qu'on va revenir sur la table des négociations, mais là on est vraiment, je dirais, au point aigu où on se dit est-ce qu'il y a est-ce qu'on n'est pas au bord de la rupture et finalement est-ce qu'on n'est pas vraiment sur un durcissement des positions des deux côtés. Alors vous venez de l'évoquer, on va regarder les répercussions côté américain pour commencer, avec des indicateurs économiques en avril qui étaient quand même moyens, on va dire mitigés. Est-ce que du coup la Fed a besoin de baisser ses taux pour maintenir le niveau de croissance américain selon vous ? Voilà, c'est un peu ce qu'anticipent un peu les marchés aujourd'hui, c'est ce qui soutient quand même beaucoup Wall Street. C'est-à-dire que dès qu'on a une peur, on a le pompier de la Powell qui va arriver, qui va éteindre l'incendie. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on s'aperçoit que quand même on est dans une période un petit peu d'incertitude sur l'économie américaine. Alors c'est un peu paradoxal de dire ça, mais on a ces hausses de taxes qui vont plutôt entraîner de l'inflation, mais ça arrive au moment où les banquiers centraux se plaignent qu'ils sont en dessous de leur objectif d'inflation. Donc ça pourrait être un élément plutôt positif, on va dire, quelque part, mais d'un autre côté, c'est pris à un moment où on a énormément d'inquiétudes sur le dynamisme de l'investissement des entreprises. Je prends un exemple, je suis une entreprise américaine, est-ce qu'aujourd'hui je vais investir, sachant qu'il y a une taxe sur un bien d'investissement que je vais acheter à la Chine? Je vais peut-être attendre que les négociations soient passées pour investir et acheter ce bien. Donc il y a un vrai élément de risque de retardement de l'investissement lié à ces incertitudes sur le commerce mondial, sur mes comportements des industriels. Et puis le consommateur, il est finalement fragile quand même. On s'aperçoit qu'en avril, la consommation était pas bonne. Alors le mois de mars était très bon, donc on a eu peut-être un contre-effet sur avril. Faut pas paniquer, mais on voit qu'il y a quand même un risque sur le consommateur avec des entreprises comme Walmart qui nous ont clairement dit hier qu'ils allaient répercuter sur leur prix de vente les hausses de taxes de M. Trump. Donc c'est vraiment un impact. Donc ça veut dire plus d'inflation, mais une mauvaise inflation, une inflation importée et une inflation qui surtout ralentirait l'économie américaine, d'où ces anticipations immédiatement de dire va falloir encore soutenir l'économie, la croissance américaine. Ce qui est un paradoxe, mais on est véritablement dans un élément de fragilité dans le discours de M. Trump et dans sa technique de négociation qui est aujourd'hui qu'on a quand même des grosses craintes sur la croissance américaine et on est quand même sur une vraie incertitude économique. En tout cas, je suis pas sûr que le pompier Powell puisse tout faire aujourd'hui face au choc de ces droits de douane qui va quand même se traduire par plus de croissance, plus d'inflation, mais surtout moins de croissance pour l'économie américaine. Et alors les répercussions sur la Chine, on a vu, il y a un réel ralentissement économique. Quels sont les impacts des décisions de Trump, notamment sur les taxes douanières? Quelles mesures peut prendre en contrepartie la Chine? Parce qu'évidemment, il y a beaucoup moins de produits américains importés en Chine. Est-ce qu'elle peut s'attaquer à certains secteurs? On a vu des menaces sur Boeing. Est-ce qu'elle peut s'attaquer aux emprunts d'État américains, puisqu'elle a une grosse réserve? Quelle est votre opinion? Ça, c'est un peu tout le problème. C'est-à-dire que la Chine, aujourd'hui, ne peut pas répliquer à un pour un face aux taxes américaines. Ils ont taxé quasiment l'ensemble des biens alimentaires qu'ils importaient des États-Unis. On l'a vu avec le soja, notamment. Ça a marqué les esprits. Donc, clairement, aujourd'hui, ils ont une possibilité de rétorsion, je dirais, à l'identique de M. Trump qui est très limitée. Le débat, et c'est là où c'est aussi un élément qui est en train de dévier et qui inquiète beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, la guerre commerciale, elle pourrait se poursuivre sur d'autres terrains. Alors le premier terrain, c'est M. Trump qui l'a ouvert, c'est le terrain juridique. Quand il veut bloquer l'accès au marché des télécoms à Huawei, derrière la Chine peut répliquer et peut par exemple bloquer l'ouverture
d'ouverture de magasins de Starbucks ou d'autres autorisations administratives. Donc là, on a une guerre souterraine qui est beaucoup moins visible que de la hausse de droits de douane, mais qui pourrait faire très mal à des entreprises américaines. On sait que Apple est très dépendant dans son chiffre d'affaires de ses ventes en Chine. C'est souvent des moteurs de croissance. On pense à des gens comme Otis, des grands groupes américains qui sont très dépendants du marché chinois. Et donc ça vient à fermer ce marché intérieur chinois. Et ça peut être une des mesures de rétorsion qui sont peut-être moins visibles dans les médias, mais qui sont là. L'autre crainte, c'est cette fameuse guerre d'échange. Et ça pourrait un petit peu agiter les marchés. C'est-à-dire que vous m'augmentez les taxes, je dévalue ma monnaie pour contrer cet impact de cette hausse des taxes. Le seul problème, c'est que la Chine prend un risque énorme. Le principal risque, c'est que ça accentue les sorties de capitaux. Et là, aujourd'hui, la pression sur le yuan, on ne sait pas trop, est-ce que c'est lié à des pressions de sortie de capitaux ou véritablement une volonté des autorités chinoises de piloter à la baisse leur devise. Là, on n'a pas encore les moyens de le savoir, on le verra avec les flux de capitaux, mais clairement, c'est une arme à double tranchant pour la Chine et ça reste dangereux. Et puis, troisième élément, c'est je pourrais vendre toutes mes réserves, toutes mes obligations du Trésor américain pour déstabiliser le marché obligataire américain. Là aussi, c'est pas forcément quelque chose de plus crédible pour nous. C'est risqué, c'est à double tranchant parce que créer un crack obligataire quand vous êtes un des détenteurs de la dette, c'est pas forcément une bonne chose. Donc, on voit qu'ils ont pas forcément des positions, des facilités très fortes d'intervention sur l'aspect financier. Le risque est beaucoup plus juridique et beaucoup plus une entrainte, une pression sur les entreprises américaines qui veulent exercer sur le marché chinois. Et je pense que c'est là-dessus que va sûrement communiquer, peut-être de manière symbolique, l'État chinois dans les prochains mois. Et alors, dans cet échiquier, où se situe l'Europe? Est-ce qu'elle est une victime collatérale ou est-ce qu'au contraire, elle peut profiter de ces tensions pour prendre des parts de marché à la Chine, ce qui serait une grande première? Voilà, alors on a tous en tête, la Chine ne va pas bien, les exportations allemandes vers la Chine s'effondrent, et puis on va dire, dans ce cas-là, c'est très négatif pour l'Europe, et on l'a vu, on a eu quand même un vrai impact sur l'Allemagne, notamment, qui a beaucoup souffert du ralentissement chinois. Alors il y a cet effet-là, mais il y a un effet aussi de ce qu'on appelle substitution. Le patron de Walmart nous disait hier, on va quand même essayer d'atténuer l'impact de ces hausses de taxes en trouvant d'autres fournisseurs, en essayant d'avoir des chaînes d'approvisionnement différents. Le patron de 3M nous a dit clairement, moi je suis en train de revoir toute ma chaîne de distribution, et donc on a véritablement des marchés aussi qui vont s'ouvrir, il va falloir prendre la place. Et le meilleur exemple, c'est quand on regarde les statistiques du commerce extérieur américain, on s'aperçoit qu'il y a un effondrement des importations américaines en provenance de Chine, donc il y a bien un effet de cette guerre commerciale sur le comportement d'achat des importateurs américains. Par contre, le reste du monde voit une croissance de ces importations, donc là il y a bien un effet de substitution. Alors il n'est pas total, il n'est pas indiscutable. C'est clair que l'Europe va pas produire des terres rares, l'Europe va pas produire des jouets, donc il n'y aura pas une substitution idéale, mais il y a quand même un effet qu'il faut peut tenir compte. La seule inquiétude aujourd'hui, c'est véritablement qui va en profiter. Ce qui ressort aujourd'hui, c'est peut-être plus l'Inde, l'Amérique latine qui semble un peu en profiter, mais l'Europe pourrait aussi en avoir, pourrait avoir des parts de marché et des gains derrière ça. Donc il faut en tenir compte aussi dans les choix de société, dans les choix de secteur. Là, il y a véritablement tout ce qui est bien d'investissement et bien intermédiaire qui pourrait profiter quand même indirectement de cette guerre commerciale, même s'il y aura un impact forcément négatif du fait du ralentissement de la Chine. Par ailleurs, il y a quand même des négociations, alors là qui sont un petit peu en stand-by parce que Donald Trump peut pas faire feu de tout bois, même si quand même il est quand même très vigoureux en la matière, c'est sur les importations de voitures allemandes. En tout cas, il y a aussi une négociation Europe-États-Unis, et là vous trouvez que le rééquilibrage serait plutôt sain, plutôt légitime, ou si c'est quelque chose encore d'un peu abusif du côté américain, cette demande? Clairement, on se fait aucune illusion sur la volonté de Trump de vouloir taxer un peu tout le monde, mais il peut pas faire les deux en même temps. C'est-à-dire que clairement aujourd'hui, mettre une guerre commerciale contre la Chine, ça pénalisera le consommateur, même s'il le dément dans ses tweets, il sait que ça pénalisera le consommateur américain. Il peut pas. Voilà, il a vendu son soja à l'Europe à la place de la Chine, il peut pas non plus avoir des sanctions et que l'Europe ne veut plus du soja. Là, il y aura quand même un vrai problème. Alors certes, l'État américain a promis d'acheter le soja aux agriculteurs américains grâce aux taxes qu'ils ont prélevées
sur les douanes, taxes douanières qu'ils ont prélevées sur la Chine. Bon, enfin, qu'est-ce qu'il va faire de ce soja, le monsieur Trump? Donc il va avoir beaucoup de soja à vendre. Donc globalement, il peut pas tout faire. Et donc ça laisse du temps, ça c'est un élément aussi à prendre en compte, ça laisse du temps à l'Europe. Bon, maintenant l'incertitude n'est pas levée, hein. C'est plutôt on gagne du temps et plus ces négociations se durcissent avec la Chine, plus ça laisse du temps à l'Europe de se retourner face à ces négociations commerciales avec les États-Unis, sachant qu'après on va rentrer dans une longue période où il n'y aura personne pour négocier en Europe. Après les élections européennes, on aura quand même une période, donc ça reporte véritablement ces négociations plutôt en 2020 a priori. Et juste une dernière question, comment expliquer la hausse des marchés dans ce climat d'incertitude avec une faible volatilité jusqu'à il y a peu? Est-ce que ce sont finalement les interventions des banques centrales qui gonflent artificiellement les cours? On peut être étonné, c'est vrai que au plus noir des choses, hein, c'est-à-dire que quand on a eu l'idée que la Chine rompait ses relations commerciales, ces discussions sur les relations commerciales, tout de suite, la Banque centrale américaine va baisser ses taux, on attend une baisse des taux en Australie, on attend une baisse des taux dans d'autres pays de la zone Asie, et puis globalement c'est toujours l'idée que les banquiers centraux sont là finalement comme sauvegarde, comme secours, et ça c'est un vrai élément. Installé, on dit. Voilà, il y a vraiment cette image, et ça reste très présent sur les marchés, ce qui évite finalement des surréactions de marché d'un côté, mais ça montre une vraie dépendance aujourd'hui au discours des banquiers centraux des marchés financiers, et ce qui pourra poser problème réellement dans les prochains mois, parce qu'on voit qu'il y a une interdépendance aujourd'hui entre ce discours des banquiers centraux, le comportement des marchés, le jugement de la volatilité sur les marchés, et ça par contre pour moi c'est plutôt un facteur qui contraint les banquiers centraux et qui rend hypersensible finalement à une seule variable, l'inflation, parce que cette protection des banquiers centraux, elle est là tant que l'inflation repart pas. Et donc c'est vraiment, ça veut dire qu'on est quand même face à un risque. Si on a des statistiques d'inflation un peu fortes, c'est pas le cas pour l'instant, c'est plutôt favorable, mais on est véritablement face à ce risque. Tout tient aujourd'hui sur le fait qu'il n'y a pas d'inflation et que les banquiers centraux peuvent avoir un discours accommodant, mais on a quand même une montée des risques aujourd'hui qui est pas sain. Aujourd'hui, la réaction des marchés est pas sain face à cet sentiment de protection, d'immunité grâce au discours des banquiers centraux. Merci beaucoup Christian Parizeau. Je le rappelle, vous êtes économiste en chef et responsable de la recherche chez Aurel BGC.